Au cours d'une rencontre le week-end dernier entre le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba et les professionnels de santé de la diaspora, les défis structurels du système de santé en RDC ont été abordés. Ce lundi 30 juin au centre culturel de Kinshasa, il s'est ouvert les congrès panafricains de jeunes pour un éveil patriotique. Les étudiants et les jeunes congolais ont été sensibilisés sur les enjeux du développement. À la suite d'un glissement des terrains tragique qui a eu lieu fin juin à Rubaya, dans un site minier, entraînant une vingtaine de personnes à la mort, la société civile de la place note le danger des exploitations artisanales non réglementées. Plus de détails dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Outre les défis sécuritaires, la problématique de l'urbanisation et les infrastructures routières est au cœur des préoccupations du gouvernement congolais. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a déclaré au cours de son allocution à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, ce lundi 30 juin 2025. Le président de la République a fait savoir que les initiatives allant dans le sens de trouver une solution durable se multiplie du côté du gouvernement. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a appelé un sursaut de solidarité nationale pour accompagner les efforts de l'exécutif national. Osé Kabamba. Dans son discours à la nation congolaise, à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du pays, le président de la République a abordé en profondeur la problématique du transport en insistant particulièrement sur la congestion urbaine et l'urbanisation galopante sur fond des récentes inondations dans plusieurs coins du pays. Félix Tshisekedi a déploré, entre autres, le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance de transports en commun qui rendent la vie difficile à des millions de Congolais. À Kinshasa, la congestion urbaine et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi, Kassangoulou et même ici, dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. En dépit des multiples efforts du gouvernement, le chef de l'État a lancé un appel à la solidarité nationale et à un changement radical des comportements pour atteindre les résultats escomptés. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Dans cette dynamique, le président a réaffirmé son engagement à moderniser les infrastructures, à renforcer la résilience urbaine face aux aléas climatiques et à promouvoir une gouvernance territoriale plus rigoureuse. En marge de la journée culturelle et touristique organisée à Expo Osaka au Japon le week-end dernier, le ministre congolais du Commerce extérieur Julien Paluku a mobilisé les investisseurs japonais et a vanté les potentialités de la RDC dans les secteurs agricoles et culturels. Il a tenu aussi à mettre en avant les 80 millions d'hectares de terres arables de la RDC capables de permettre aux partenaires mondiaux d'exploiter pour nourrir le monde. On l'écoute. Les expositions et les foires sont des lieux où chaque pays vend ses opportunités, où chaque pays vend ses produits, où chaque pays donne les avancées technologiques, où chaque pays découvre les nouveaux marchés, où chaque pays découvre effectivement ce qu'il doit offrir au monde. Et la RDC, comme vous le savez, c'est un vaste pays avec 2 millions de kilomètres carrés au cœur de l'Afrique qui doit s'offrir au monde entier. Comme nous avons des terres arables, nos agriculteurs désormais doivent cibler les besoins japonais en termes agricoles,
et en termes d'autres produits pour que désormais le Japon cesse d'aller et au Brésil et aux États-Unis et en Europe, mais devenir finalement l'acteur principal de la RDC. Et donc la RDC se positionne aujourd'hui comme un acteur principal dans le marché mondial pour désormais ne plus apparaître à la face du monde comme un pays de guerre, mais comme un pays qui apporte des réponses à la problématique mondiale. Lorsqu'on présente la RDC, on parle de 80 millions d'hectares de terres arables, ce n'est pas pour le simple discours, c'est pour dire tous les partenaires mondiaux peuvent venir s'installer en RDC et à partir de là, commencer à nourrir le monde. Les défis structurels du système de santé en République démocratique du Congo ont été abordés au cours d'une rencontre les week-ends derniers entre les ministres de la Santé publique Samuel Roger Kamba et les professionnels de santé de la diaspora établis en France et en Europe. Ces échanges ont en outre permis au ministre des tutelles de revenir sur les réformes initiées et celles en cours dans les secteurs sanitaires, entre autres l'introduction d'une carte de santé numérique faisant office d'une carte bancaire, ce pour contribuer à l'inclusion financière des populations. Igor Biwaka pour les détails. Après la Belgique, le ministre de la Santé publique s'est rendu en France où il s'est entretenu avec le personnel de la santé établi dans l'Hexagone et dans plusieurs autres pays de l'Europe. Ces échanges se sont principalement axés sur les défis structurels du système sanitaire congolais, les avancées concrètes déjà enregistrées et les réformes en cours. Revenant sur les innovations en cours d'application, Samuel Roger Kamba s'est satisfait de l'introduction de la carte de santé numérique qui va faire office d'une carte bancaire. C'est pour contribuer à l'inclusion financière des populations. Avec une économie qui est fortement informelle, 80%, parfois plus. Donc c'est un problème général. Mais nous, à partir de l'angle du secteur de la santé, nous avons déjà montré la voie à l'inclusion financière, à l'inclusion économique, notamment par notre système de carte de santé qui est une carte de paiement, une carte de banque en même temps. Ça a été difficile au départ pour convaincre les banques, mais je peux vous assurer que les 100 000 premières cartes sont déjà au pays. C'est-à-dire qu'il y a déjà une banque qui a compris l'importance et qui a déjà disponibilisé 100 000 cartes qui sont déjà au pays. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Ngoï Kassongo, a de son côté salué la qualité de ces échanges tout en mettant en exergue l'importance des réformes initiées et celles en cours. Il a fait une présentation vraiment exceptionnelle sur les différents sujets. Nous avons bien saisi avec bien sûr la diaspora, notamment pour ses réalisations, tout ce qu'il a fait, des innovations apportées, des défis qui ont été relevés en très peu de temps. Ces colloques auront ainsi jeté les bases d'une coopération renforcée et mieux structurée entre le ministère de la Santé et les professionnels de la diaspora afin de répondre ensemble aux défis du système sanitaire. À l'initiative de la représentation des étudiants congolais, il s'est ouvert le lundi 30 juin au Centre culturel de Kinshasa les congrès panafricains de jeunes pour un éveil patriotique. Pendant 3 jours, les scientifiques, penseurs et personnalités politiques venus de divers horizons de l'Afrique réfléchissent sur les dangers qui contraignent les continents à se développer, singulièrement la République démocratique du Congo qui fait face depuis 30 ans à une guerre économique. Reportage signé Igor Biwaka et Joe Manana. Pendant que la République démocratique du Congo traverse une période critique marquée par une guerre longue de 30 ans, caractérisée par des pillages de ses ressources naturelles, il s'impose des réformes majeures. C'est dans ces contextes que se sont ouvertes ces assises dénommées Congrès panafricain, coïncidant avec la célébration des 65 ans d'indépendance du pays. Entre la commémoration à l'accession du pays à la souveraineté internationale et 3 décennies de pillages et massacres, la jeunesse congolaise a été appelée à l'éveil des consciences. Kémy Séba, penseur panafricain et l'un des panélistes, revient ici sur la nécessité d'acquérir une authenticité totale. On ne peut pas avoir d'authenticité vestimentaire, culturelle, s'il n'y a pas aussi une authenticité économique, politique et sociale. Et ce qui a manqué par le passé dans la réforme de l'authenticité. Cela, loin des considérations primitives qui résument l'Afrique à un simple réservoir de matières premières, comme ici le mentionne Christian Tsung, également panéliste. Ils ne veulent pas des leaders qui sont capables de rêver toute une jeunesse. Ils n'en veulent pas, parce que l'Afrique, c'est un réservoir de matières premières.
Ils ne sont pas considérés comme des nations, ils sont considérés comme des villes. Donc, résultat, il faut abattre tout penseur, toute élite consciente en Afrique qui est capable de réveiller et d'éveiller cette jeunesse africaine. Alors Ganzatir, président de la représentation des étudiants du Congo, de circonscrire le mobile de l'atténuer cette activité. La jeunesse estudiantine est la seule, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, flèche qui reste du carquois de la République démocratique du Congo. Donc nous devons l'utiliser, mais à bon escient. Plus de 2000 participants, majoritairement composés des étudiants, ont bénéficié de ces enseignements sur le panafricanisme qui se clôture ce mercredi 2 juillet au Centre culturel de Kinshasa. Les impressions sont positives, c'est ce qui note les participants à l'issue de cette première journée du Congrès panafricain sur l'éveil patriotique. Ces étudiants épinglent les principaux défis du continent et saluent ces initiatives qui encouragent l'éveil des consciences de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. On les écoute. Les impressions sont très très bonnes, positives également, justement parce qu'on a pris aux étudiants, moi y compris et d'autres participants qui étaient présents, on a appris en profondeur ce que signifie panafricanisme. Et il y a eu des panélistes, en tout cas parfaits, je dirais, dans ce sens-là, justement parce qu'ils maîtrisent la chose, ils maîtrisent la situation. Ils ont eu en tout cas mettre à la lumière tout ce qui cadre avec le panafricanisme. Merci beaucoup. Moi, je suis M. Pascal Nacolite de la REC Haut-Ouélé. J'habite dans la ville de Siro. En tout cas, je suis très tellement émerveillé par cette activité patriotique qui vise beaucoup plus une sensibilisation et une conscientisation du panafricanisme. Car nul n'ignore que nous sommes une jeunesse consciente, nous voulons vraiment les changements. Aujourd'hui, si la jeunesse doit inculquer les courants panafricanistes, ça doit vraiment nous aider de comprendre c'était quoi vraiment l'héritage de nos héros. Je peux dire aujourd'hui, nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, prôné par notre héros national, Emery Patrice Lumumba, qui inspire non seulement l'Afrique, mais presque toute l'humanité. Comme jeune, et sachant que lorsqu'on parle de l'avenir, on voit la jeunesse, parce que nous sommes le fruit de demain. Sans les jeunes, rien ne sera meilleur demain. Donc j'appelle, je motive tous les jeunes qui nous suivent de continuer toujours à se mobiliser et à stimuler les autres jeunes pour venir tous défendre notre pays. Alors que les moratoires sur les contrôles des permis de conduire biométriques a expiré le 30 juin de cette année, des voix s'élèvent pour demander un nouveau délai en faveur des conducteurs de Kinshasa. La synergie des chauffeurs, une plateforme regroupant plusieurs organisations engagées dans la défense des droits des transporteurs en commun et la promotion du civisme routier et renouvelle sa demande de prolongation du moratoire jusqu'en juin de l'année prochaine. En cause, trop peu de conducteurs ont pu obtenir ces documents à ce jour. Selon Eric Manyanga, rapporteur de cette structure, les contrôles prévus sur les terrains à l'issue du moratoire risquent de perturber fortement les services des transports en commun. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Ozé Kabamba. Nous avions demandé au vice-premier ministre de prolonger les moratoires qui voulaient s'expirer le 30 juin qui vient de passer hier. Nous l'avons demandé, vu qu'il y a beaucoup de chauffeurs, beaucoup de conducteurs en République démocratique du Congo et aussi il y a moins de centres pour servir tous les Congolais qui en ont besoin. C'est pour cela qu'on avait demandé qu'ils puissent amener les moratoires jusqu'au 30 juin de l'année 2026. Le vice-premier ministre nous avait répondu jusqu'au 1er juin, il aurait fallu faire une évaluation. Cette évaluation pourra l'amener à prendre une décision, une autre décision. Mais jusqu'aujourd'hui, on est 30 juin déjà, 1er juillet, et il ne nous a pas encore appelé pour cette évaluation. Vous savez, aujourd'hui, les transports dans la ville de Kinshasa, c'est un secteur clé. Pas de transport, pas de vie dans la ville de Kinshasa. La majorité des chauffeurs de transport en commun n'ont pas octroyé leur permis de conduire. Nous craignons que si qu'ils puissent avoir les contrôles commencent, il y aura moins de chauffeurs qui vont travailler les jours-là.
Nous demandons au vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, de prolonger les moratoires jusqu'au 30 juin 2026 pour que les Congolais, les Quinois et les Congolais qui sont partout, même au fin fond, puissent octroyer leur permis de conduire. Nous demandons au VPM, ministre des Transports et Voies de Communication, d'activer la communication, d'activer la sensibilisation avec la synergie des associations de chauffeurs. Nous voulons aller vraiment au fin fond, nous voulons aller sur le terrain, mais nous n'avons pas de moyens pour faire cela. Lancement, c'est mardi 1er juillet 2025 de l'examen national des fonds d'études primaires sur l'ensemble du pays. Au Lualaba, c'est la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini qui a personnellement lancé ces épreuves de 2 jours au centre des passations basé à Royal International Academy de Lualaba. Pour cette édition de l'année 2025, plus de 60 000 élèves finalistes de la province éducative Lualaba 1 participent à cette session ordinaire de cet examen. Regardez. C'est par ces applaudissements frénétiques des élèves finalistes du cycle primaire que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a fait son entrée au centre des passations de l'examen national des fins d'études primaires basé à Royal International Academy of Lualaba. Au total, 61 938 finalistes prennent part à ces épreuves pour les comptes de la province éducationnelle Lualaba 1, dont 30 901 filles et 31 037 garçons. Épreuves qui se dérouleront pendant 2 jours du mardi 1er au mercredi 2 juillet 2025 sur l'ensemble du pays. Au Lualaba, le lancement officiel de l'ENAFEP a été donné par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini en présence des autorités éducationnelles, notamment le ministre provincial de l'énergie faisant l'intérim de sa collègue de l'éducation, de l'inspecteur principal provincial du PROVED, des superviseurs venus de Kinshasa, ainsi que quelques membres du cabinet de la gouverneure. Marie-Thérèse Masuka Saini a tenu à encourager ses élèves finalistes à travailler sans crainte mais avec assiduité et à avoir confiance en eux pour arriver à obtenir le bon résultat. Moi, je suis venu vous encourager, vous dire que les parents qui sont restés à la maison prient pour vous. Vous allez faire de tout votre mieux pour qu'après, quand vous allez réussir, il y aura la fête à la maison. Parce que vous allez aller à l'école secondaire. Il faut bien écrire, il faut bien réfléchir, il ne faut pas être pressé. Que Dieu vous accompagne. Après la procédure de vérification des malles contenant les items, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la distribution des cahiers d'examen aux élèves finalistes, bien avant de leur souhaiter bonne chance pour la suite de ces épreuves. Et moi, je prie toujours pour vous. Je vais continuer à prier pour que Dieu vous accompagne. Alors, bonne chance à vous tous. Merci. Pour se rassurer de l'effectivité de cet examen national des fins d'études primaires, la première citoyenne de la province, Marie-Thérèse Masuka Saini, a fait la ronde de quelques salles de classe. Visiblement, tout se déroule normalement et la cérémonie a été sanctionnée par une photo des familles et la remise d'un présent par les promoteurs des Royal International Academy of Lualaba à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Voyageons pour la partie orientale du pays où un glissement des terrains tragiques a eu lieu fin juin à Rubaya dans un site minier contrôlé par les M23 AFC entraînant la mort d'une vingtaine de personnes. Cette catastrophe illustre le danger des exploitations artisanales non réglementées dans des zones en conflit, soulignant la nécessité d'une régulation plus stricte et d'une meilleure protection des travailleurs, a insisté la société civile locale contactée ce mardi 1er juillet. Écoutez. Les faits remontent au 19 juin dernier. Et la panique a été générale au sein de la population congolaise vivant dans la partie est du pays, précisément dans la cité minière de Rubaya, contrôlée par les mouvements armés M23 AFC dans les territoires des Massissi au nord Kivu. Un glissement des terrains meurtriers a été enregistré dans une mine de coltan près du site minier de Bibatama. Au total, une vingtaine de creuseurs sont morts et une centaine épargnés selon la société civile locale, qui pointe du doigt l'exploitation artisanale non réglementée, l'absence de soutènement, le risque géotechnique aggravé par la pente et les pluies. Dénonçant au passage l'usage des enfants mineurs sans expérience, situation occasionnée par la présence des mouvements négatifs M23 AFC.
Nous confirmons qu'il y a eu éboulement le 20 juin 2025 à Roubaïa, dans les mines de Roubaïa, faisant état de 27 corps qui ont été déjà repêchés dans les sols, et plusieurs autres sont encore enfouis même dans les sols. Alors, l'éboulement s'est passé dans les mines dites des 3 Bibatama, et plusieurs autres corps sont encore là, et que ce sont plus les créiseurs artisanaux se trouvant à plusieurs kilomètres de profondeur qui sont morts là-dedans. Et que les investigations continuent, on continue à voir si d'autres corps seront repêchés, mais la majeure partie des corps qui sont déjà visibles sont des mineurs. Nous continuons toujours à déplorer les conditions inhumaines que les artisanaux sont en train d'affronter les mines. Vous le savez qu'à Roubaïa, il y a plusieurs sites miniers, environ 8 qui sont célèbres. Et parmi les 8, il y a des 3 Bibatama et il y a des 4 Kakombe qui sont tellement dangereux et qui connaissent des éboulements matin, midi, soir. En somme, Roubaïa représente une zone d'exploitation artisanale des coltons sous contrôle depuis avril 2024 du groupe armé M23 soutenu par les Rwandais. C'est même mardi 1er juillet, la société civile dénonce des agissements belliqueux du mouvement sous sanction internationale M23 AFC qui, malgré les cessez-le-feu et les différents processus de paix en cours à Washington mais aussi à Doha, a pris le contrôle de Lusiga, une localité du territoire des Walungu dans la province du Sud Kivu, abritant la mine d'or industrielle de Twangiza, considérée comme l'un des plus grands projets aurifères de la République démocratique du Congo. Commentaire. La mine d'or industrielle de Lusiga, une localité du territoire des Walungu, dont le site Kivu est exploité par Twangiza Mining, une filiale du groupe canadien Bangro Corporation. Sa production commerciale avait démarré en septembre 2012, après une première phase d'exploitation en 1998, suivie d'un accord signé en 2002 avec le gouvernement congolais, prolongeant ses droits jusqu'en 2027 et renouvelable pour 25 ans. Et la mine de Twangiza est la première exploitation aurifère industrielle à ciel ouvert, mise en service dans le sud Kivu. À maturité, son usine peut traiter jusqu'à 1,7 million de tonnes de minerais oxydés par an, pour une production mensuelle de plus de 10 000 onces d'or. La société civile locale du Sud Kivu a alerté sur les contrôles de cette mine depuis quelques jours par les M23, avec à la base une forme d'exploitation inappropriée. Nous confirmons que le mine de Twangiza, situé dans la province du Sud Kivu, qui est exploité par la société Twangiza Mining, une filiale des groupes Bandro Corporation, c'est une société canadienne qui est passée sous le contrôle du M23 le 6 au 7 mai 2025, que les M23 ont pris officiellement contrôle de cette mine dans la localité appelée Lushiga en territoire de Walungu au Sud Kivu. La mine d'or de Twangiza, à l'origine d'un programme communautaire, a soutenu des familles vulnérables et a fourni du bétail aux communautés locales. Elle fait désormais objet de sabotage du mouvement M23. Place à présent à la revue des presses. Mesdames, et ce journal est complètement terminé. Avant de se quitter, prenons le rappel des titres. Au cours d'une rencontre le week-end dernier entre le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba et les professionnels de santé de la diaspora, les défis structurels du système de santé en RDC ont été abordés. Ce lundi 30 juin au centre culturel de Kinshasa, il s'est ouvert les congrès panafricains de jeunes pour un éveil patriotique. Les étudiants et les jeunes congolais ont été sensibilisés sur les enjeux du développement. À la suite d'un glissement de terrain tragique qui a eu lieu fin juin à Roubaïa, dans un site minier, entraînant une vingtaine de personnes à la mort, la société civile de la place note le danger des exploitations artisanales non réglementées. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure et surtout avec le même plaisir.